Bienvenue à l'émission À la Une. Aimez-vous laisser à d'autres le plaisir de récolter le fruit de votre argent? On ne parle pas d'âmes généreuses ou de dons à des œuvres caritatives. On analyse plutôt une stratégie de placement qui semble populaire, trop populaire même, selon certains. À la fin de l'année 2013, on va vous montrer quelques chiffres. Les épargnants québécois détenaient près de 183 milliards en dépôts à vue et à terme dans les institutions bancaires de la province. C'est à peu près l'équivalent de la dette brute du gouvernement du Québec. Un dépôt à vue, en somme, c'est un compte encaissable en tout temps. Ainsi, depuis la crise de 2008, les épargnants québécois ont augmenté de 35 ce type de placement. Comment qualifier cette stratégie de placement? Si stratégie il y a bien sûr, peut-on parler de paresse ou d'inconscience financière? C'est ce que pense le MEDAC, le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires du Québec, qui nous a présenté ces chiffres-là à la lumière de documents disponibles à la Banque du Canada. On va donc analyser cette stratégie au cours de l'émission avec Gaétan Veillette du groupe Investors. Bonjour, M. Veillette. Bonjour. Et bien sûr avec Normand Caron du MEDAC qui nous présente ces chiffres-là aujourd'hui. Merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. Je commence bien sûr avec vous, M. Caron, puisque ce sont les chiffres du MEDAC. Alors, il faut comprendre que les Québécois sont, vous les qualifiez de capitaliens frileux ou inconscients, c'est bien ça? Bien, capitalien d'abord parce que je constate, moi ça fait 5 ans que j'observe le marché de l'épargne et d'investissement au Québec. Et puis, je suis toujours un peu renversé de voir la masse incroyable d'épargne qu'on a constituée, soit individuellement, soit dans des comptes de banque, dans des placements, etc., mais aussi de façon collective dans des caisses de retraite, caisses de dépôt et de placement. Sans parler des assurances, parce que si on rentre là-dedans, les primes d'assurance-vie, la caisse saute. L'épargne est difficile à rémunérer. Donc, alors, si on est frileux, c'est parce que, évidemment, vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de cette somme-là qui est dans des places, des stratégies, des comptes qui font peu de rendement. Et pour être très clair, d'entrée de jeu, pouvez-vous nous dire ce qu'un dépôt à vue exactement? Je parlais de comptes ça, c'est le compte de banque quotidien. Là. On va chercher de l'argent tant qu'on veut. On fait des virements de notre compte de banque vers d'autres comptes. C'est ce qu'on appelle la liquidité immédiate. Là. Parfait. C'est encaissable en tout temps. Vous pouvez aller chercher ça quand vous voulez. Il n'y a aucun préavis à donner à votre banque. C'est libéré. Bon, est-ce qu'on a les tableaux qu'on peut montrer aux téléspectateurs? Je pense que oui. Voilà, portrait des dépôts des Québécois. Donc, on parle des dépôts à vue qu'on vient de décrire et des dépôts à terme. Et les montants, ce sont les montants de 2013 et on les compare avec le portrait de 2008. Donc, dans les banques à charte, 96 milliards. Dans les Caisses des Jardins, 87 milliards avec la hausse que vous voyez pour un total d'environ 183 milliards de dollars. Il faudrait rajouter aussi les sociétés de fiducie qui s'ajoutent à ces gammes de dépôts-là, qui augmentent le montant, bien sûr. Est-ce qu'une hausse comme ça, 183 milliards pour ce qui est, si on exclut les sociétés de fiducie, est-ce que c'est anormal sur 5 ans de voir une augmentation? Je pose la question à tous les deux. Moi, je trouve ça très anormal, une telle augmentation, puisque la baisse des marchés boursiers de 2008 a été une opportunité extraordinaire pour les gens d'investir puis de rajouter dans leur placement pour enrichir leur portefeuille et augmenter leur patrimoine. Puis effectivement, tous ceux qui ont été fidèles à leur politique de placement de 2008 en ont profité grandement depuis 2008. Il y a toutefois dans les mœurs des Québécois et de beaucoup de Canadiens des gens qui sont frileux face au placement, qui investissent en 1%. Prenez la Banque du Canada, ce matin, le site Internet présente les obligations de 1 à 3 ans à 1,01% ce matin dans le marché. Ça prend 72 ans pour doubler. Si c'était 2%, ça prenait 36 ans pour doubler. Si c'est 3%, c'est 24 ans pour doubler. Imaginez qu'une personne retraitée qui met son portefeuille de retraite dans des dépôts à 1%, probablement que son patrimoine va s'épuiser à 74 ans ou 75 ans. Ça dépend de sa situation. S'il prend les mêmes placements pour les mettre un peu plus dynamiques, mais pas dans les zones modélées dynamiques ou spéculatives, là, mais juste un peu plus dynamique en montant quelques barreaux dans l'échelle des placements, mais peut-être que son patrimoine va s'épuiser à 78, 80, 82 ans. Donc, il y a une réflexion
importante à faire de la part des Québécois sur la stratégie de placement. Puis ce que le MEDAC apporte, c'est une sensibilisation, une prise de conscience, à mon point de vue, des Québécois sur leur habitude d'épargne et leur habitude d'investissement. Quand c'est en dépôt à 1 et que l'inflation est à 2 qui est la fourchette cible de la Banque du Canada, maximum 3, minimum 1, mais disons à long terme 2 et que ça rapporte 1 ça veut dire que c'est un dépôt de perte garantie. Monsieur Caron, pourquoi on investit là-dedans, selon vous? Ben, je pense que depuis la crise de 2008, les gens ont été traumatisés par la peur de perdre une partie de leur placement à long terme. Donc, ce qu'ils ont fait depuis 2008, ils ont engrangé. Ils ont engrangé des montants, ça a presque doublé, au moins 50 de plus dans des dépôts à vue. Donc, les gens sont hésitants, sont craintifs de resubir encore des saignées de leur patrimoine, ce qui fait qu'ils ont conservé en liquide une partie de leur... ça représente à peu près le quart de tous les avoirs financiers des Québécois sont... Moi, j'appelle ça au congélateur. Okay. Il n'y a rien qui se passe avec ça. Et même pire, parce qu'avec l'effet de l'inflation, de l'impôt, si c'est applicable, bien, effectivement, ça réduit. Diminue. Mais là, le 21 c'est ça le quart, en tout cas, des actifs financiers. Est-ce que ça exclut les actifs immobiliers dans votre calcul? Je suis en train de faire le portrait là, de A à Z. Là, je suis en train de faire le bilan en passant à travers tous les genres de produits de placement. À ce moment-ci, mes chiffres, on a 886 milliards d'actifs financiers actuellement sous gestion. Alors, quand vous prenez le 183, là, divisez ça par 880, ça fait à peu près 20 Le reste, là, ça va dans les fonds communs de placement, ça va dans les caisses de retraite, ça va dans les portefeuilles personnels. Il y a des gens qui autogèrent leur propre portefeuille. Mais Gaétan Veillette du groupe Investors, 20 en cash, est-ce que c'est pas nécessairement trop, dépendamment du profil de l'investisseur? Ah oui, c'est énorme. Aujourd'hui, dans la structure financière d'un individu, d'un couple, d'une famille, on a des comptes d'épargne, mais on peut avoir aussi des marges de crédit, des cartes de crédit, des marges de crédit hypothécaires. Si on a besoin de liquidité, si on a besoin de dépenser, on a des véhicules financiers qui permettent cette souplesse-là. La stratégie de liquidité, c'est une stratégie défensive quand on parle de placement. Il faut faire attention d'être trop à la défensive, parce que si on n'est qu'en position de gardien de but, on ne compte jamais de but. Effectivement. Donc, le pourcentage en liquidité, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'il faut viser? Si on a un pourcentage... Dépendant des profils. Moi, ça dépend des profils, oui. On garde en liquidité, en cas de coup dur, à peu près l'équivalent de 3 mois de revenus futurs. Pour dormir tranquille, pour ne pas être obligé de faire des pirouettes à la dernière minute pour faire des retraits sur des comptes sur lesquels on va être pénalisé. Donc, 3 mois. Mais là, c'est presque 1 an. C'est presque 1 an qu'on a engrangé au cas où. Et ça, c'est de l'argent qui ne crée pas de richesse, qui ne crée pas d'emploi, qui est stagnant. Et c'est une perte pour notre économie. Permettez-moi de rajouter, quelqu'un qui a 1 de rendement et qui a 65 ans et qui reçoit ce revenu d'intérêt-là imposable sans aucun avantage fiscal de gain capital ou de dividende ou sans aucune exemption. Il l'ajoute à son revenu imposable et s'il est éligible au supplément de revenu garanti, il perd 50 du supplément de revenu garanti pour ce revenu d'intérêt qu'il reçoit, plus son taux marginal d'imposition régulier, qui est 28,5 On est rendu très élevé. On n'a pas battu l'inflation. On doit payer pour le supplément de revenu garanti, pour la partie que l'on perd si on était éligible. Et puis, l'imposition, c'est énorme. Mais les gens ne réalisent pas cette dimension-là. Est-ce que, donc, c'est de l'argent qui dort, mais ça ne dort pas n'importe où. Est-ce que les gens sont inconscients puis en même temps, pourquoi les institutions financières ne les éveillent pas davantage si cet argent-là dort, monsieur? Je pense que le MEDAC a une opinion là-dessus. Sûrement. Ce qu'on constate, c'est que cet argent est placé, est investi par les institutions financières. Entre les intérêts payés sur cette épargne dormante et les intérêts perçus de l'autre côté par les institutions financières, l'écart s'agrandit d'année en année.
Je ne suis pas sûr de ça, M. Caron, là. Oui, parce qu'en général, c'est entre 1,8 et puis 2,10 l'écart moyen. On parle de l'écart moyen. Ça va varier d'un produit à l'autre. Donc, si les taux d'intérêt hypothécaires sont à 2,50 aujourd'hui, vous imaginez combien l'institution financière peut donner dans le cas d'un certificat de dépôt. Alors, nécessairement, s'il y a beaucoup de gens qui déposent et qui, dans leurs mœurs, dans leurs habitudes, globalement, déposent, bien, c'est normal que l'institution se garde une marge de manœuvre, évidemment, pour le... Mais moi, sur ma carte de quand crédit, même. là, ma carte personnelle de crédit, je suis à 14 %. Oui, mais ça c'est correct pour les cartes de crédit. Puis ça c'est un taux composé mensuellement. Donc, si vous prenez 1 000 $ au début de l'année que vous payez à chaque mois, ça ne sera pas 14 % que vous allez payer par rapport à un prêt qui sera composé aux 6 mois comme un prêt hypothécaire. Ouais. C'est pas la même chose, là. Alors, Mais parce que MEDAC a quand même un message, un peu de sensibilisation, d'avertissement par rapport aux banques. Après le portrait que vous avez fait des dépôts, pour les dépôts, je dirais que la responsabilité est d'abord du côté de l'épargnant. Je pense que c'est à lui. Mais est-ce que ça fait l'affaire des institutions financières, selon vous? Écoutez, c'est une masse de 182,3 milliards. Vous savez, la répartition là, entre... On contrôle au Québec à peu près 80 de cette épargne-là. Elle est entre les mains de Desjardins, de la Banque nationale ou de la Banque Laurentienne. On a 80 de notre épargne stationnaire entre les mains de 3 grandes institutions. Nous, on plaide pour que les gens se préoccupent eux-mêmes, personnellement, sans porter la responsabilité sur Pierre-Jean-Jacques. Il y a peut-être aussi une faiblesse collective qui fait qu'aujourd'hui, avec des sommes aussi importantes, on est aussi analphabète au niveau financier que de laisser dormir autant d'argent qui appauvrit. Hein, je pense que M. Veillette l'a bien expliqué, l'appauvrissement par l'inflation, par l'impôt, qui fait que... Et les programmes sociaux. Nos retraités, nos futurs retraités, c'est comme une cure de banane, là. Ça s'en va d'année en année en s'affaiblissant. Mais est-ce qu'il y a un plus pour les banques d'avoir cet argent un peu en dormance dans les comptes de leurs clients? Il y a un plus dans le sens qu'il y a moins de mauvaises créances. Si vous prenez des prêts hypothécaires à 2,5 % comme aujourd'hui, un taux variable 5 ans comme exemple, ou 2,99 pour un taux 5 ans taux fixe, versus les dépôts, prenez cette même différence-là qui est entre 1,80 puis 2,10 à peu près en termes de dollars, de pourcentage. Si vous montez les taux d'intérêt hypothécaire à 5 % comme exemple, vous allez avoir à peu près le même écart. Sauf que vous allez augmenter un peu plus vos mauvaises créances du côté hypothécaire, du côté des prêts personnels, etc. C'est sûr que plus le taux baisse, plus on pourrait penser qu'il y aurait un meilleur accès au crédit au niveau hypothécaire, comme exemple. Sauf qu'avec la restriction de l'accès au crédit avancée par le précédent ministre des Finances au fédéral, qui fait qu'il y a une baisse au niveau des marchés immobiliers pour l'instant, qui devrait se corriger ou s'adapter dans les prochaines années. Parce que si on a moins d'accès au crédit, peut-être aussi que le prix de l'immobilier aussi va s'ajuster en conséquence. Alors, lorsque le gouvernement adopte un libéralisme ou adopte des mesures fiscales, comme le régime d'accès à la propriété, comme exemple, ça contribue nécessairement à l'augmentation du prix des propriétés. Quand il met des restrictions, ça a un impact aussi de ce côté-là. Alors, je pense qu'au niveau des dépôts, il va falloir que les citoyens prennent conscience que on n'est pas obligé de rester sur la première marche de l'échelle. On peut monter une marche ou deux en allant dans des obligations de société, comme exemple, ou des fonds équilibrés, où on pourrait augmenter le rendement, et surtout le rendement fiscal après impôt, pour le cas des régimes non enregistrés, et bénéficier d'une retraite un peu plus, un patrimoine de retraite un peu plus constitué. Qui opte pour cette prudence ou qui verse dans cette inconscience, selon vous? Est-ce qu'il y a des tranches de la population qui sont davantage touchées? Moi, je dirais que les 50 ans et plus sont majoritaires sur ce produit-là. Là, le prochain blog là, qui a été sorti aujourd'hui, c'est sur la mutualisation. J'appelle ça le capitalien mutualisé. C'est celui qui investit dans les fonds communs de placement. On a aussi pour à peu près 180 milliards d'investis dans ces véhicules qui sont au Québec, qui sont un peu plus actifs que les dépôts à terme, parce que là, il y a une gestion active de l'épargne qui est faite en placement, en obligations, en actions. Et nous, on surveille l'évolution de ce type de placement-là pour être capable d'aussi orienter le petit investisseur en disant, écoutez, si vous placez votre argent dans tel fonds ou tel fonds,
vous avez une responsabilité de voir dans quoi votre conseiller vous a, vers quoi il vous a orienté. Est-ce qu'il vous a fait un portefeuille d'actions spéculatives ou s'il vous a mis ça tout en valeur monétaire? Il faut vous poser des questions. Et oui. à chaque semaine, il va y avoir une nouvelle tranche de ce portrait de l'épargne capitalienne au Québec. Oui. C'est pas la fin des portraits que vous nous présentez du côté du MEDAC. Est-ce que, à la lumière de ce que vous nous avez présenté jusqu'à maintenant, on n'arrête pas d'entendre dire que les Québécois n'épargnent pas suffisamment? Ça me fait de plus en plus réagir. Puis je me dis, quand je regarde ces chiffres-là, notre ratio d'endettement par rapport à nos actifs, c'est sûr que si on regarde par rapport à nos revenus, des dettes importantes, sans tenir compte de la valeur des biens qu'on a acquis, une maison, des meubles, etc. Mais si on regarde le ratio d'endettement des ménages québécois, ça n'a pas bougé depuis 5 ans. Donc, on a un ratio d'à peu près 25 à 30 là, de dette par rapport à notre avoir. Total. Total. Oui, qui comprend la valeur d'une maison dont la valeur a augmenté. Je vais vous laisser replacer votre micro. Oui. Je vais poser une question à M. Veillette. Les meilleurs conseils pour, donc, du conseiller financier pour l'investisseur frileux? Pour l'investisseur frileux qui ne connaît pas le marché, mais qui est prudent, il est hésitant, la meilleure façon, c'est de se référer à son conseiller en service financier, puis de vérifier par rapport à son profil d'investisseur quel instrument financier pourrait mieux lui convenir. Et je fais référence que si on monte d'un cran entre les dépôts, qui ne rapportent presque rien, puis M. Caron l'a bien illustré, si on peut monter dans des véhicules comme les obligations de société, comme exemple, et les fonds communs placement permettent cet accès-là beaucoup plus facilement que quelqu'un qui irait directement sur le marché sans connaître où naviguer puis comment s'orienter. Et si on parle des fonds de type équilibré, ou des fonds flex, ou des fonds cycle de vie. Il y a beaucoup de fonds maintenant cycle de vie qui permettent, au fur et à mesure que l'âge avance, le fonds automatiquement se reprogramme en fonction d'une répartition entre les revenus fixes et les actions. Alors, progressivement, les revenus fixes prennent une dominance et les actions diminuent au fur et à mesure que l'âge avance. Certains clients aiment ça. D'autre part, il ne faut pas oublier l'aspect fiscalité sur un placement. Et je fais référence des fonds communs de série T qui sont des fonds communs corporatifs plutôt que des fonds communs de fiducie à participation unitaire qui permet de reporter l'impôt pour beaucoup de gens. Et le rapport d'impôt peut être très intéressant pour le supplément de revenu garanti pour ceux qui ont des revenus modestes. Il peut être très intéressant aussi pour ceux qui ont 71 000 $ et plus de revenus imposables à la retraite et qui doivent rembourser la pension de sécurité de la vieillesse. Donc, il y a plusieurs mécanismes fiscaux et ça prend un conseiller et les fonds communs, ils sont probablement le meilleur véhicule, le meilleur outil pour être capable de conseiller les gens sur ça. M. Caron, je donne le mot de la fin. Donc, prochain blog. Prochain blog, il est paru ce matin. Vous pouvez aller le visiter sur le site MEDAC, MEDAC, et non pas Q. Vous cliquez carnet, vous allez voir ma photo avec, déjà, j'ai 3 blogs de sortie. Il y a le 4e et 5e qui vont sortir là, au cours des prochains jours. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet fort intéressant. Normand Caron et Gaëtan Veillette, merci à vous. Au plaisir. De retour à l'émission à la Une, au cours de notre première portion d'émission, on a parlé de connaissances financières. Un manque de celles-ci peut mener à de mauvaises décisions de placement, une perte d'argent même. Le mois de novembre est le mois de la littératie financière et pour l'occasion, l'Association des banquiers canadiens lance un nouveau programme. Il est destiné aux aînés et on en parle avec Éric Prudhomme, il est directeur général pour le Québec de l'Association des banquiers canadiens. Bonjour, M. Prudhomme. Bonjour. Donc, on a parlé en début d'émission de placements non rentables, l'argent qui dort un peu, des gens qui sont soit inconscients par rapport à leur stratégie ou trop frileux par rapport à leur stratégie. Aujourd'hui, vous présentez un programme qui cible les aînés. Est-ce que vous pensez que cette tranche de notre population est peut-être davantage vulnérable à des mauvais choix de stratégie financière? C'est-à-dire que le programme qu'on présente aujourd'hui, c'est un programme de littératie pour les aînés. Donc, ça s'adresse aux nouveaux retraités ou aux gens qui sont déjà retraités. Et basé sur la plateforme
qu'on utilise depuis 1999. Ça a été développé en collaboration avec l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, qui était votre argent étudiant, donc pour les écoles secondaires. Et avec le vieillissement de la population, on se rend compte qu'il y a un besoin au niveau des aînés, donc pour développer un outil semblable. Donc, le besoin est là. Et vous l'avez mesuré, vous l'avez quantifié, vous avez sondé des gens? Il faut comprendre qu'au Canada, 96% des gens détiennent un compte auprès d'une institution financière, que ce soit une banque ou autre. Donc, quotidiennement, ce sont des millions de personnes qui se présentent dans les succursales bancaires, tant pour demander des prêts hypothécaires, planifier la retraite. Donc, les gens chez nous, et les employés de nos membres, sont sur le terrain et ils comprennent bien qu'il est important. La littératie financière est d'une importance cruciale. Et vous partagez les besoins de leur clientèle, finalement. En quoi consiste la formation? Alors, c'est une formation, c'est un programme qui comprend 3 modules d'1 heure chacun. Faut comprendre, c'est un programme qui est non commercial, qui est gratuit. Donc, c'est pas pour vendre des produits des institutions financières? Pas du tout, non. Alors, nous avons une liste de banquiers volontaires à travers le Canada, et dépendamment des régions, et qui peuvent offrir ces séminaires-là, soit en français, soit en anglais. Donc, le premier module porte sur l'exploitation financière. Quel sujet vous allez aborder dans celui-là? Alors, l'exploitation financière, c'est lorsqu'une autre personne prend contrôle de vos finances personnelles. Alors, on va sensibiliser les gens avec les signes précurseurs de cela. Souvent, ce sont des proches des aînés. Premier module. Deuxième module, la prévention de la fraude financière. Donc ça, c'est tout l'aspect comment protéger ces codes secrets, ces mots de passe, ces informations personnelles. Il faut savoir que jamais une banque va communiquer avec quelqu'un pour lui demander des mots de passe ou des informations personnelles. On va expliquer aussi les différents types d'arnaques qui existent, entre autres l'arnaque des grands-parents, le faux inspecteur de banque, toutes ces choses-là. L'arnaque des grands-parents, c'est quoi celle-là? L'arnaque des grands-parents, alors par exemple, c'est quelqu'un qui téléphone à la maison, quelqu'un qui n'est pas près de la personne ciblée, un étranger qui téléphone en essayant de se faire passer pour quelqu'un de la famille, en disant « Je suis à l'étranger, j'ai eu un accident de voiture, il faut m'envoyer de l'argent rapidement. S'il vous plaît, n'en parlez pas à personne. » Et une fois que l'argent est transmis à l'étranger, la personne ne revoit plus. Il y a encore trop de gens qui se font avoir dans ces coups-là. C'est toujours bon de prévenir. Alors, c'est notre mission. Il nous reste 1 minute. Parlez-nous du dernier module. Alors, le dernier module, c'est la gestion de l'argent. Alors, à la retraite, il y a des choses qui changent. Par exemple, il peut y avoir des imprévus malheureux, comme le décès d'un conjoint, une conjointe. Donc, sur le plan financier, cela a un impact. Et aussi, les différentes sources de revenus à la retraite. Quelles sont-elles, les différentes sources de revenus? Donc, ce sont des sujets qui sont abordés. Donc, les gens qui sont intéressés, on parle d'un groupe de 10 personnes ou plus d'aînés qui peuvent communiquer directement avec nous à l'Association des banquiers canadiens. Vous vous déplacez pour les voir? On se déplace. Et on trouve un banquier bénévole qui va donner la formation en question. Et ça prend, bien sûr, dans les locaux, par exemple, les centres pour personnes âgées ou autres. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Éric Prudhomme, merci de nous en avoir parlé. Merci à vous. M. Prudhomme est directeur général pour le Québec de l'Association des banquiers